En 1849, Fyodor Dostoïevski fait partie des accusés dans l'affaire du cercle de Petrachevski. C'est un groupe d'intellectuels progressistes qui se réunissait à l'époque à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien, on lui reproche d'avoir lu publiquement une lettre de Vissarion Belinsky à Nikolaï Gogol, où il est écrit « La Russie ne trouvera son salut ni dans le mysticisme, ni dans l'ascétisme, ni dans la bigoterie, mais dans les progrès de la civilisation, dans l'éducation et dans l'humanisme. » Le 22 décembre de cette même année, on conduit les condamnés sur la place Semionovski pour leur lire leur condamnation à mort. Cette mise en scène dure près d'1 heure. Les 3 accusés ont les yeux bandés. Le peloton d'exécution a armé les fusils, on a entendu ce bruit-là, lorsque un officier vient annoncer le décret de grâce. C'est-à-dire que la condamnation à mort a été commuée et remplacée par le bagne. Dostoïevski a vu la mort arriver sur lui. Il a vécu un état limite, il a vécu une expérience extrême, autrement dit, un trauma. Alors comme tant d'autres collègues, il m'est arrivé d'accueillir des hommes et des femmes ayant vécu une effraction traumatique. Leur accompagnement est à des lieues de ce dont la banalisation médiatique de la souffrance des victimes nous abreuve quasiment quotidiennement. Cette banalisation voudrait nous faire croire qu'il existe une façon de subir un trauma, et qu'il existe aussi une marche à suivre pour s'en sortir. Eh bien, rien n'est plus faux. Chaque histoire est singulière. Et le chemin de chaque être confronté à l'effroi est également singulier. Donc, déjà, ça n'est certainement pas à partir d'une quelconque grille de lecture que le trauma pourrait se donner à déchiffrer, mais à travers la synthèse toujours renouvelée, toujours enrichie des écrits de très nombreux auteurs et de nombreux praticiens. Comprendre le trauma, c'est d'abord rester ouvert et accepter d'être confronté à la surprise. Tenter de comprendre, c'est écouter. Écouter et parfois longuement. Écouter le silence, un silence lourd, opaque, oppressant, même pour le thérapeute. Un silence qui peut durer longtemps parce que les mots ne sont pas encore en capacité d'être à nouveau formés, comme avant. Et puis un jour, écouter le patient raconter souvent 100 fois la même scène, avec les mêmes mots, signe que cette scène est toujours présente dans l'esprit et dans le corps, et qu'elle est toujours active. Écoutez la désespérance d'un présent qui ne peut exister tellement il est habité par un passé encore présent. Entendre ce qui a chaviré lors du trauma, ce qui a subi l'épreuve de la néantisation, ce choc, ce fracas brutal, soudain, inattendu, qui confronte au réel de la mort. Ce passage fragile au cours duquel le sujet parvient enfin à s'extraire des abysses du silence et à réapprendre les possibilités du langage. Ce passage peut mettre beaucoup de temps avant que d'être aperçu au lointain, dans les brumes de l'horreur qui planent encore sur le paysage psychique du patient. Quand on demeure longtemps exclu de l'humanité, ça rend évidemment très difficile le retour de l'idée que l'on peut à nouveau faire partie de cette humanité,
que l'on peut y faire retour et s'y sentir maillon, au même titre que tous les autres maillons de cette humanité. Alors, que fait le thérapeute tout au long de ce chemin? Eh bien, il est présent. Il est présent et seulement présent à la présence de l'autre, de cet autre meurtri, abîmé, sidéré encore. Il écoute. Et il écoute non pas ces récits dont le téléspectateur se repaît devant son écran, qui vomit en boucle les mêmes images et les mêmes descriptions. Non, c'est pas ça. Il écoute ce qui se trouve enfoui derrière le récit premier. Et il patiente devant le déni. Il reconnaît les mécanismes de défense qui, évidemment, ne peuvent qu'exister pour protéger le peu de vie qui existe encore chez le sujet. Ouais. Il écoute. Et il écoute ce qui ne peut encore être dit et qui se présente sous un habit de misère. Ce qui va mettre du temps à émerger de sa gangue de douleur. Vous savez, la clinique du trauma n'est pas aussi connue qu'on pourrait l'imaginer, surtout au vu du nombre d'horreurs que subit jour après jour l'humanité. La clinique du trauma, j'ai envie de dire que finalement c'est la victime qui nous l'apprend. Et il nous faut alors respecter le temps nécessaire à chacun. Il nous faut accompagner le sujet à travers le territoire de la honte, l'accompagner aussi à travers le territoire de la culpabilité. Et là, soyons très clairs, tout comme les cellules psychologiques d'urgence s'avèrent inutiles quant à la résolution d'un trauma dans toute l'étendue de sa durée, eh bien une dégoulinante déculpabilisation compassionnelle ne satisferait évidemment que le praticien, qui aurait alors le sentiment d'apporter de l'humanité là où celle-ci n'existe plus. La clinique du trauma présente encore une autre difficulté, une difficulté importante. Parce que la violence de l'effraction traumatique provoque chez la victime une espèce de fascination hypnotique, un effet de collage, d'adhésion. Et donc cette victime a beaucoup de mal à s'affranchir de cette fascination. Elle a du mal à tourner la page des sensations tellement puissantes qui ont été éprouvées lors de l'effraction. Et elle a aussi du mal à accepter la perte de ces symptômes. On en revient, vous voyez, toujours au temps nécessaire pour chacun. Alors il faut de la part du thérapeute une implication très forte qui l'amène parfois à plonger lui-même dans l'abîme de la victime pour aller le chercher là-bas tout au fond, pour lui lancer une échelle de corde, pour l'aider à s'extraire de l'abîme à son rythme, à elle. Et enfin, un point capital. Qu'au bout de ce temps de travail propre à chacun, la victime parvienne enfin à s'alléger de son symptôme, ça c'est une chose. Mais le travail ne saurait s'arrêter là. Parce qu'il existe un risque. Le risque que la victime, contaminée, le mot n'est pas trop fort, par la violence vécue, devienne bourreau et ne puisse s'empêcher de répéter, de reproduire ce qu'elle a vécu dans la suite de son parcours de vie. S'impose alors une suite à ce premier labeur, une suite indispensable que l'on ne saurait évidemment développer comme ça ici en quelques minutes. Le temps du travail sur la faute originaire. Et ça, c'est un travail sans lequel la démarche ne peut pas trouver une terminaison libératrice,
dans la durée.